Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vidéoliste. Et ça va être la troisième partie d'une série de vidéos que j'ai fait concernant la campagne Uncharted Worlds qui veut dire est sur le point d'être terminée. Reste un épisode comme épilogue, conclusion. Mais en tant que tel, je considère que c'est terminé parce qu'on a vraiment fermé les arcs de cette campagne-là qui a été sur à peu près 70 séances si on compte toute la campagne des hors-séries. J'y jouais le révérend Colbeck Scott, un prêtre de la race dorée qui en fait vénérait le changeur doré. Il a sorti de sa religion mais il continue à vénérer et à prêcher les bonnes paroles, sa divinité à bord de son vaisseau, le Deuxième Chance, et accompagné principalement de Max et de Squeak. Donc, troisième vidéo dans laquelle je vais plus me concentrer sur le jeu qu'on a utilisé, c'est-à-dire Uncharted Worlds, et on utilisait aussi le supplément Far Beyond Humanity. Donc, les deux premières vidéos, la première était plus comme mes impressions de la campagne, l'histoire, les actes narratifs, surtout par rapport à mon personnage. Deuxième vidéo, on parlait de RPGS2 qui a été utilisé là, en tant que tel comme univers de jeu maintenant. On va parler du système de jeu qui mécanisait ça. Donc, Uncharted Worlds, un jeu écrit par Sean Gomez, un jeu de science-fiction assez générique et qui est motorisé par la mécanique des PBTA. Donc, si vous écoutez ça, vous ne savez pas c'est quoi un PBTA, c'est une mécanique de jeu qui est assez répandue dans plusieurs jeux. PBTA veut dire Powered by the Apocalypse, parce qu'en fait, le premier jeu qui avait cette mécanique-là en tant que tel s'appelait Apocalypse World. Une mécanique assez simple, très narrative, c'est-à-dire que ton personnage a des caractéristiques de base. Tu roules 2d6 et tu compares en fait à un tableau qui est assez pareil. Dépendant de la manœuvre que tu fais, mais c'est toujours un peu les mêmes échelles de résultats. Si tu roules 6 et moins, ben, c'est comme un genre de non. Tu réussis pas, mais il y a quand même des conséquences intéressantes qui doivent arriver, narrativement évidemment. Ça peut être bon, ça peut être mauvais pour ton personnage, mais là, tu n'as pas réussi ce que tu essayais de faire, ça, c'est sûr. De 7 à 9, c'est un genre de succès mitigé, genre de oui, mais, puis à partir de 10 plus, ben là, c'est un succès total à ce que tu dis que tu allais faire, ben ça va arriver. En gros, c'est ça. Les PBTA, il y en a de tous les genres, de tous les styles. Et nous, ben c'est sûr, on s'est embarqué dans Uncharted World, science-fiction. Marc, notre meneur de jeu, voulait essayer ça. Il y avait ça, ce jeu-là. Il semblait intéressé à l'essayer. Il a sauté sur l'occasion quand le trou s'est libéré. C'est moi qui étais meneur de jeu avant. Puis dans le fond, je me suis retiré d'être meneur de jeu, puis il a proposé ça. Donc je suis embarqué comme joueur et je suis très content de l'avoir fait parce que c'est la première campagne à vie dans laquelle je vais jusqu'au bout d'une campagne avec un personnage. Bon. Je vais vous parler du jeu en tant que tel. Je vais vous parler de ce que j'ai aimé dans ces règles-là et ce que j'ai moins aimé. Écoute, je peux mettre dans ma bucket list comme de quoi, dans mon CV de rôliste, comme de quoi que j'ai joué un PBTA pour de vrai. C'est celui-là. J'avais essayé ça avant. Écoute, je vais y aller tout de suite de ma conclusion générale, mon impression. Ça a ses qualités. Moi, je ne serais pas meneur de jeu à ça. Ça ne m'a pas converti au PBTA. Je sais que c'est très populaire chez certains joueurs. Je sais que Mac, entre autres, il aime ça, il fait beaucoup de games basés sur cette mécanique-là, puis il connaît plein de monde, puis c'est ça, il y a plein de monde qui trippe là-dessus. Moi, sérieux, ça ne m'a pas converti à ce genre de mécanique-là. Comme je dis, ça a quand même ses bons côtés dont je vais vous parler, mais c'est ça. Je vais tout vous expliquer pourquoi, en fait. Pourquoi ma conclusion que j'ai faite en partant. Je vais tout de suite y aller avec ce que j'ai aimé, là, ce jeu-là. J'avoue que la création de personnages, j'ai trouvé ça trippant. Puis même, je pense que c'est... faudrait que je les essaye, mais j'ai l'impression que c'est plus varié que d'autres PBTA. Parce que ce que j'entends parler des autres PBTA, c'est que tu choisis ce qu'on appelle un livret. Dans le fond, c'est une genre de classe dans lequel tu as des manœuvres que tu peux débloquer au fil du temps. C'est ce qu'on ton personnage peut faire. C'est comme ta classe, finalement. Puis ton livret, t'es pas mal pris avec. Je sais pas si... C'est sûr qu'il doit y avoir des façons de varier ça, mais dans Uncharted World, tu pars déjà quand même varié. Là, j'arrive pas à trouver les noms, mais je pense en fait tu as une origine et deux carrières qui sont en fait que tu peux combiner, puis tu fais ton combo en partant. Ça, j'ai trouvé ça le fun d'avoir cette variété-là en partant. Moi, mon personnage, c'est un coloniste. Ça, c'est parce que j'avais décidé que sa première job dans la vie, il travaillait dans des mines. Puis j'avais comme carrière fanatique. C'est à cause de la religion. Ça me donnait des bonus là, par rapport à ma religion. Puis Augmented.
Ça veut dire que j'ai été modifié, dans mon cas, biotechnologiquement. Ça aurait pu être cybernétiquement. Parce que le changeur doré tripe sur le changement. Donc, la perception qu'on avait tous de ça, c'est qu'il fallait changer notre corps pour vivre le plus longtemps possible. Donc, j'ai pris cette carrière-là. Puis déjà en partant, je savais que j'avais de quoi d'unique. Tout le monde arrive à ce jeu-là avec un personnage assez unique parce que tu as vraiment 3 affaires que tu choisis, que tu vas mettre. Puis au sein d'une carrière, ben, tu as des manœuvres que tu débloques à mesure que tu avances, que tu progresses en tant que personnage. Et il y a des certains moments donnés où tu peux changer des carrières et des origines. Ça coûte des points. C'est quand tu es rendu comme genre très haut niveau, entre guillemets, là, quand tu as beaucoup de points d'expérience accumulés, à un moment donné, tu peux commencer à changer des choses de ton personnage. Il évolue, puis il met de côté quelque chose pour remplacer par une autre. Donc, ça, la création de personnage, je trouve que c'est vraiment très, très bien là-dedans. L'affaire que j'ai aimé dans ce jeu-là, la façon dont les blessures sont traitées. C'est des niveaux de blessure, c'est pas des points de vie. J'avoue que moi, l'histoire de niveau de blessure, je veux dire, je suis un fan de ça. J'ai découvert ça il y a bien longtemps avec le jeu Star Wars D6 où tu étais blessé, il y avait des degrés de blessure plutôt que d'avoir des points de vie qui avaient un impact sur le jeu, mais c'est exactement ça. Là-dedans, les blessures, ça pardonne pas. Faut dire qu'aussi, quand tu fais un combat là-dedans, faut que tu y penses à 2 fois. Là, c'est un combat là-dedans, ça pardonne pas, mais pour de vrai. Puis, dans le fond, les niveaux de blessures ont un impact réel. Les blessures sont déterminées, entre autres, par, bon, est-ce que tu as... Ben, juste peut-être pour ouvrir une parenthèse, OK, par rapport au PBTA en général, c'est un jeu que le meneur de jeu ne roule pas de dés. C'est les joueurs qui roulent tous les dés. Fait que quand il y a des conséquences négatives qui arrivent à ton personnage, c'est parce que tu as fait un mauvais jet de dés et que, dans le fond, c'est le retour du balancier. Donc, tu as roulé un 6- sur un test. Ça veut dire que si tu es en train de te battre, tu roules un 6 c'est parce que ton ennemi t'a ramassé. Puis là, dépendant de l'arme qu'il y a dans les mains, qu'est-ce qui est utilisé, les circonstances, ça détermine déjà une valeur de gravité de dommage. Puis tu fais un test pour savoir comment, en fait, tu absorbes le choc des dommages. Puis ça va soit être encore pire ou diminuer. Mais tu as bien les chances de te retrouver finalement avec une blessure du type que cette arme-là va produire. Puis les moments, la guérison, tout ça, c'est pas si facile que ça. Là. Ça prend un certain temps de guérir. Ça te prend, si tu as accès à des centres médicaux, ce qu'il y avait sur notre vaisseau d'ailleurs, ça va plus vite. Mais c'est ça, quand tu es magané, là, c'est ça, tu peux. Ce qui arrive, c'est quand tu es magané et que tu reçois, mettons, une blessure du même type, ben, tu vas immédiatement sur le type supérieur. Mettons que tu as reçu, là, c'est ça, parce que je ne le trouve pas, là, mais je vais essayer de vous trouver un exemple. Mettons, des injuries. OK, on va les trouver ça. Bon, des injuries. OK, les genres de injuries. Mettons que tu t'es mangé une major. OK, tu as minor, major, severe, critical. Tu peux juste avoir un type de chacun des niveaux de blessure. Tu peux pas avoir plusieurs minor, OK? Mettons que tu as déjà reçu une major, blessure major, tu sais. Puis tu en reçois un autre, ben, tu automatiquement severe, qui est comme l'écran suivant. Si tu as reçu une major, puis tu avais déjà une severe, puis tu reçois une autre major, ben, tu te retrouves tout de suite à critical. On va vous dire, ça va vite. Moi, mon personnage, il a mangé des shots, puis il peut vous dire, il a failli mourir. Ça, j'aime ça dans Uncharted World. Je trouve que ça a bien du bon sens. J'aime la règle de Run on Fumes, qui permet en fait de simuler l'autonomie de ton vaisseau dans l'espace. Il y a beaucoup de voyages spatiaux, puis on ne va pas gérer à la goutte près le carburant puis tout ça. Il faut que ça soit narratif. Et ça, je suis très d'accord avec ça. Le Run on Fumes, c'est une manœuvre qui peut être influencée, je pense, en fait, c'est par la qualité du carburant que tu as. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, il y avait quelque chose du genre, une fois de temps en temps, quand tu fais un gros voyage, tu roules ça, puis ça se peut que tu dises, hey, wow, attends un petit peu, là, on ne pourra peut-être pas faire l'autre voyage, donc ça t'amène à vouloir chercher du carburant, puis à vouloir te ravitailler. C'est avec ça, le Run on Fumes, j'aime bien ça. Une autre affaire que j'aime bien, c'est les data points, qui sont, bon, la monnaie que tu peux utiliser pour influencer un jet de dés. Le data point rajoute 1 au résultat d'un jet de dés, puis tu peux juste en utiliser un à la fois, par contre. C'est bien utile si tu roules 6. Tu fais un total de 6 parce que ça te permet d'aller chercher le 7 pour avoir entre 7 et 9. Donc, le succès mitigé. Puis, ça te permet d'aller chercher le 10 si tu as roulé un 9. Ça te permet d'avoir un super succès. Les data points, comment ça marche? C'est qu'en fait, quand tu l'utilises, il faut que tu
tu donnes des arguments, tu prouves que ton data point peut être utilisé à ce moment-là. Mais quand est-ce que tu gagnes, en fait? Je pense qu'il y a assessment, c'est comme quand tu analyses une situation, ben, tu peux gagner un data point si tu pognes un super résultat. Je pense qu'il y avait d'autres circonstances, mais bref, quand tu reçois un data point, il va porter pas mal le nom. Tu inventes le nom, en fait, du pourquoi que tu l'as gagné. Mettons que tu es en train de réparer un moteur de vaisseau, ben, tu gagnes un data point sur les moteurs de vaisseau. Mettons que tu es en train de parler à une race extraterrestre, tu peux gagner un data point sur cette race extraterrestre-là. Puis tu accumules ça. C'est ça qui arrive. Des fois, on en accumulait quand même quelques-uns. J'avoue que j'ai des data points que je n'ai jamais dépensés parce que je ne trouvais pas des manières de dire c'est logique que le data point soit là. Il y a beaucoup de data points que j'avais, moi, entre autres, pour mon personnage, c'était par rapport au changeur doré. J'avais une manœuvre d'ailleurs qui transformait tous mes data points que je recevais. Je disais je pouvais les faire en changeur doré, mon Dieu. Parce que, faut dire que je faisais beaucoup de situations sociales, c'était ça que mon personnage était bon. Puis c'est sûr que je prêchais à tout vent. Fait que j'étais tout le temps en train de vanter les mérites du changeur doré, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que, tu sais, souvent quand je roulais puis que j'étais sur la fesse, ben là, tu peux comme prendre un data point, puis tu sais, dire que tu l'as, puis ça passait sur le changeur doré. Mais je peux vous donner un exemple d'un data point que j'ai dépensé à un moment donné, puis qui était un vieux data point, puis j'ai trouvé une façon de le plugger. Je me souviens plus de la planète, mais je me souviens quand j'avais reçu ça, c'était par rapport à une planète qu'on avait visitée, puis j'avais entendu parler qu'il y avait un trésor à trouver sur cette planète-là. J'avoue qu'on n'a jamais investigué ça parce qu'on était reparti, puis aussitôt qu'on est reparti, il y avait comme d'autres choses qui nous ont amenés ailleurs. Je gardais en tête qu'il y a un trésor, là, puis je n'ai entendu parler, puis tellement que j'ai un data point, donc j'ai comme un petit atout par rapport à cette connaissance-là. Mais ça n'a jamais servi, sauf à un moment donné, on était dans une mission d'infiltration, il fallait qu'on infiltre une mine, puis il fallait que je me mêle un peu aux autres employés de la mine pour essayer de trouver, là, je pense qu'il fallait qu'on attaque des Yakuza, là. Puis, tu sais, un peu connaître les points faibles des Yakuza à travers des jases avec d'autres employés. Puis, pour me rendre sympathique en leur égard, ben, tu sais, j'ai décidé que dans mes conversations mondaines, je leur pluguerais que, ah oui, ça a l'air qu'il y a un trésor sur telle planète. Tu sais, genre de jase de, comme tu parles de la game de hockey d'hier, ça va même. Fait que ça m'avait permis d'avoir un meilleur résultat. Puis voilà, juste parce que j'avais narrativement expliqué que j'avais une jase sur un trésor de ça. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Sûrement d'autres choses qui m'échappent dans ce que j'aime. J'aime la façon dont le travail d'équipe est organisé. Tu peux comme assister quelqu'un en faisant un test de dés justement pour l'aider à atteindre un autre cran ou l'empirer. Bon. Il y a quand même des règles que je trouve bien intéressantes. Puis j'aime aussi le fait que c'est très, très générique. Tu peux simuler un paquet d'affaires. C'est pas tout à fait Star Wars, c'est pas tout à fait Star Trek, mais t'as l'impression que tu as un peu le meilleur des deux dans un seul et même jeu. Donc ça simule quand même de la bonne science-fiction, à mon avis. Je trouve qu'il réussit bien. Maintenant, qu'est-ce que j'apprécie moins de ce jeu-là, après l'avoir essayé pour de vrai? Je trouve que ça manque de ficelle à tirer. Moi, j'avoue que ce que j'aime dans le jeu de rôle, c'est d'avoir des mécaniques de jeu que je peux vraiment modeler à l'image de ce qui se passe présentement. Fait que j'aime ça inventer des règles un peu whack, tu sais, venant de nulle part, puis j'ai une approche un peu, je dirais, OSR à ce niveau-là. Ce jeu-là est tout sauf OSR, veut dire, le système est à la limite rigide, c'est 2d6 plus caractéristiques. Puis si tu commences à jouer là-dedans, bien, tu vas perdre un peu l'équilibre du jeu. Tu n'as pas beaucoup de ressorts en tant que meneur de jeu pour pouvoir dire, OK, je patente une règle, j'essaie de l'arranger pour qu'elle soit intéressante. C'est le jeu qui roule. Puis un peu aussi du côté des joueurs, ça manque de ressources pour dire, OK, je sors toutes les as de ma manche pour pouvoir faire un super bon move. Tu sais, oui, narrativement, tu peux comme raconter ce que tu veux. Puis tu peux avoir décrit tellement bien ton truc que des fois, tu fais pas rouler de dés, mais des fois, tu roules les dés. Tu as besoin de rouler, tu as besoin que les dés tranchent. Puis moi, je suis habitué à des jeux où les joueurs ont peut-être des ressources dans leur poche, où ils peuvent comme regarder leur feuille, je fais un combo, puis clac, j'obtiens quelque chose. Je vais juste penser à une scène de True 20 qui me revient en tête spontanément, mais je me souviens que quand Sébastien Allard est venu jouer avec nous autres dans ma campagne, il a fait un maître de la négociation. Puis c'est ça, à un moment donné, il a fallu négocier pour louer un bateau, puis c'était quand même une difficulté très élevée, mais clic, clac, 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 voici ce que j'ai comme atout.
Puis schlack, il me l'a présenté, puis voilà. Fait que le joueur de lui-même a pris sur lui d'amener ce qu'il y avait sur sa feuille et de l'utiliser. Tandis que PBTA, puis je suis sûr qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, mais je trouve que le jeu s'impose beaucoup. Quand tu roules les dés, c'est le jeu, il joue à ta place. Vraiment. Parce que c'est comme si tu roulais tout le temps un peu sur des tables aléatoires. Tu sais, des tables aléatoires, il arrive des affaires. Quand tu roules les dés, c'est ça, à part le data points, là, qui peut t'amener un peu, mais même si tu as fait la super description avant tout ça, les dés, une fois que tu roules les dés, tu as zéro contrôle. Je comprends que c'est le principe du hasard de ne pas avoir le contrôle, mais je suis quand même habitué avec des jeux dans lesquels tu peux, comme avant que le hasard s'en mêle, de dire OK, je mise pour que ça marche, puis tu peux pas faire ça dans un PBTA. Tu peux pas miser d'avance toi-même. C'est ça, même si tu fais une super description, c'est les dés, moi je trouve qu'ils jouent beaucoup trop à ma place. Puis c'est pas le genre de jeu que j'aime. Je veux pas que le jeu décide trop à ma place. Je sais qu'il y a une expression de dire OK, on va regarder où est-ce que ça s'en va, et puis BTA, mais je peux vous dire que ça part dans toutes les directions. Vous allez dire ça me déstabilise. Ouais, ben oui, mais non, c'est ça. Je trouve juste ça dommage que les joueurs et le meneur de jeu, ça c'est mon avis, là, encore une fois, là. Parce que je pense que je n'enlèverai pas l'amour que ces gens-là ont pour ces jeux-là, là, mais je leur enlèverai pas leur amour, là, mais c'est ça. Je trouve que j'aime les jeux dans lesquels tu peux comme un peu modeler, un peu masser ton jet de dés qui s'en vient, là, donner un petit massage pour dire OK, tu vas rouler pour moi. Et là, les dés ils roulent pour eux-mêmes. Puis c'est ça, tu comptes toujours les mêmes tables. Il y a de quoi d'un peu statique là-dedans. C'est ça. Je trouve que ça manque beaucoup de ficelles. Moi, je trouve que ça m'enlèverait ma liberté. C'est ça. Quand, il y en a qui vont dire que c'est super libre comme un PBTA parce que tu peux comme dire la shit que tu veux. Ah, il y a de l'eau qui coule. C'est ça. Tu peux comme me raconter la shit que tu veux, man. Il n'y en a pas de problème. Je veux dire, vous allez peut-être entendre de l'eau. Ah, j'y ai pas pensé. Il y a du lavage. Peu importe. Tu peux raconter ce que tu veux, là, puis mettre ça super beau en parole, puis c'est ça. Puis tu sais que oui, il y a une certaine liberté, là. Mais j'aime la mécanique se mêle à cette liberté-là, qu'elle te permet peut-être certains pans de cette liberté-là. J'ai pas l'impression qu'un PPTA, ça y arrive. Je comprends que c'est simple, je comprends que c'est facile d'accès. Je comprends que le meneur de jeu, des fois, il y a juste à s'asseoir en arrière, laisser dérouler, regarder où est-ce que ça s'en va. T'sais, laisser le jeu le faire à sa place. Si c'est un style qui vous appelle, si vous aimez ça, ce genre de surprise-là, pas de problème. Mais moi, non. Je préfère être plus en contrôle de ce qu'il y a. Et je préfère que les joueurs soient plus en contrôle que ça. Je trouve ça, moi, à mon avis, ça fait partie de mon plaisir, puis dire, à mon expérience, ça fait partie du plaisir de bien des joueurs de dire hey, j'ai quelque chose, puis je peux l'utiliser, je peux le mettre sur la table, je peux, de mon choix à moi, essayer d'amener le hasard de mon côté. Même sachant que ça ne marchera pas, mais au moins, c'est ça. Tandis que là, tu ne peux pas faire d'efforts, c'est des parts, puis il arrivera ce qui arrivera. Fait que ça, c'est ça. Moi, c'est ça qui fait que j'embarquerai pas tant sur un PBTA. Pour ce qui est du long terme, on l'a fait à long terme, cette campagne-là, ben, le jeu a ses limites. C'est un moment donné, de la façon qu'il est monté le jeu, c'est que un moment donné, tu as un certain nombre de points d'expérience. Et je pense, en fait, c'est un certain nombre de manœuvres que tu peux accumuler. Parce que les affaires spéciales que tu fais, c'est des manœuvres, en fait. Fait que tu as un certain nombre de manœuvres que tu peux accumuler. Puis quand tu es rendu là, tu ne peux plus en avoir plus. Je pense que tu peux avoir 7 manœuvres. Fait que pour l'évolution du personnage, qu'est-ce que tu as après? C'est qu'en fait, tu peux utiliser des points d'expérience pour t'acheter des avantages. Mettons, t'acheter des data points, on aime ça. Mais tu peux aussi t'acheter un bon plan. Tu es sur une affaire, tu peux t'acheter comme, mettons, un bypass sur des trucs du plan. Tu peux t'acheter mettons, des avantages avec un personnage non-joueur, tu peux avec une faction, tu peux changer, justement, tu peux aller bisouner tes origines puis tes carrières pour, justement, peut-être aller chercher autre chose. Je dirais pour l'évolution de personnage, à un moment donné, tu plafonnes assez vite. Moi, ça faisait longtemps que moi, le révérend, je trouvais qu'il plafonnait. Puis, je regardais justement les fameuses options avec des points. J'en ai utilisé une fois de temps en temps, mais je trouvais que ça n'avait pas tant d'impact dans ce qu'on faisait. C'était pas... oui, à un moment donné, j'ai augmenté ma relation avec un personnage non-joueur avec la part du vaisseau, Yumi.
c'est bien cool, mais au-delà de ça, ça n'avait pas tant d'utilité dans l'aventure. C'était juste qu'elle était toujours sympathique avec moi. Bon, c'est bien le fun. J'avoue que ça pouvait être pratique des fois, mais c'est ça. C'est ça. Fait que, je trouve que le jeu peut plafonner. Peut-être le réessayer, mettons que je le réessaye un jour, peut-être que je le verrais sous un autre angle, dépendant du genre d'aventure qu'on fait, mais je trouvais que la liste de choses que tu vas acheter, à part les data points, il n'y a pas grand-chose. Je pense que j'ai un peu touché à tout, le plan, changer de carrière. À un moment donné, quand tu l'as fait une fois, tu ne peux pas le refaire tant que ça. Remarquez, c'est pas tant un défaut, le jeu est fait de même, c'est plutôt dire, gars, si vous embarquez là-dedans, ben attendez-vous qu'après une cinquantaine de séances, votre personnage, vous ne pouvez pas faire tant de choses de plus avec. C'est ça. Si vous aimez ça, voir votre personnage évoluer, ben, le jeu, il plafonne à un moment donné. Dernière chose que j'ai pas trippé tant sur le jeu. C'est sûr, quand ça arrivait dans le jeu, ben, je disais OK. C'est une manœuvre en particulier dont je vais parler qui s'appelle Cramped Quarters. C'est ironique parce que je comprends très bien à quoi elle sert cette manœuvre-là et je comprends très bien. Contextuellement, c'est super logique qu'elle soit là. J'aime pas ce que ça apporte et ce que ça impose. Je vais m'expliquer. Cramped Quarters, c'est une manœuvre que tu fais lors d'un long voyage spatial. Parce que tu es dans une boîte en métal, il n'y a rien à foutre, tu es pris là, puis tu attends d'arriver à ta destination. Donc, c'est sûr que ça joue sur le mental, ça joue sur le social, surtout si tu n'es pas tout seul. C'est à ça que ça sert, justement, le Cramped Quarters permet de voir de quelle façon évolue ta relation avec quelqu'un dans le vaisseau. Mais ça peut être aussi autre chose. Des fois, c'est avec toi-même. Moi, des fois, je le faisais avec mon Dieu, avec le changeur doré. Puis, dans le fond, tu choisis cette personne-là. Tu as un test à faire, toujours la même table. Puis là, il y a 6 moins, 7, 9, 10 plus. Et là, ça ouvrait des séances de roleplay. OK, j'ai un peu statué sur le roleplay, je pense, dans la première vidéo, comme de quoi que j'aime ça, mais encore de l'eau. J'aime ça, mais avec une certaine modération. Puis ça ouvrait à beaucoup de roleplay. Mais non seulement ça, c'est parce que ça t'imposait. Mettons que tu roulais un jet de marde, mais là, tu étais obligé d'être fâché contre la personne pour une raison que tu devais inventer. Fait que, tu sais, ça venait un peu saboter le roleplay normal, le roleplay casual, dans lequel il y a, tu as une relation avec un personnage, tu as des hauts, tu as des bas, tu peux avoir un peu de tout. Puis, moi, dans le fond, tu sais, mettons avec Max, je prends un exemple, ben, on avait nos bons, nos moins bons moments, mais on les jouait tout simplement, tu sais, comme n'importe quel jeu de rôle. Fait que, tu sais, je pense qu'il y avait ça, Mané. Là, Mané, il faut faire un Grand Quarters, tiens, je le fais avec Max, tiens, j'ai de marde, tu es obligé d'être fâché contre moi. Fait que je trouvais que c'était comme un genre, un jet de dés metteur en scène un peu. Là, sois fâché. T'sais, là, t'es content. Là, tu l'aimes. Là, puis, tu sais, il fallait que tu t'ouvres sur toi-même. Il y a des manœuvres. Tu sais, fallait que tu te dévoiles sur ton passé des fois. Fait qu'il fallait que, marqué. Puis ça, je l'ai dit dans la première vidéo, il y a quand même des vertus à ça. Ton personnage, en faisant ce genre de roleplay-là, gagne des couches de profondeur, ce qui n'est pas mauvais en tant que tel. Mais ça ne veut pas dire que j'avais toujours le goût de dire, OK, on fait du roleplay. Tu sais, des fois, tu sais, je comprends l'histoire du Cramped Quarters. Je ne sais pas à quel point on aurait pu, mettons, mettre shortcut. J'avoue que, tu sais, quand ça arrivait, je suivais la parade, là, mais tu sais, avec du recul, c'était comme cette manœuvre-là, quand elle arrivait, c'était comme, OK. Fait que, tu sais, on va passer la moitié de la séance à parler entre nous autres par rapport à une évolution c'est ça. C'est ça qui arrive. J'ai un problème avec ça. J'aime le roleplay quand il est fait par lui-même, quand les situations d'elles-mêmes s'imposent. Pas nécessairement un jet de dés metteur en scène. Le jeu qui s'impose là aussi. Là, quand je disais que le jeu s'imposait, ben là, il s'impose pour de vrai. Il décide, voici comment tu dois parler à l'autre. On peut juste l'ignorer. C'est un jeu de rôle. On a le contrôle, mais en même temps, si on l'a roulé, c'est parce qu'on accepte n'importe quel jet de dés, tu acceptes les conséquences, puis les conséquences, ben, c'est un tableau. C'est ça. Ça, j'ai moins trippé, malgré, comme je disais, que je comprends très bien pourquoi que c'est là, à quoi ça sert. OK. Malgré que moi, tu sais, je suis content de l'avoir fait, puis que je me suis fait quand même une idée sur ce jeu-là. Est-ce que je recommande le jeu? Mais probablement que dans tout ce que j'ai dit, même les points que je considère un peu négatifs, il y en a pour qui que ça ferait vraiment leur affaire.
quand même un jeu qui est très facile à prendre en main, qui est quand même très clair, bien expliqué. Ça je vais y donner. C'est un jeu qui est très bien expliqué. Puis, tu sais, pour simuler de la science-fiction, il l'avait pareil. Tu sais, dans ces deux livres-là, tu as à peu près tous les clichés de la science-fiction, là, tu peux les mettre là-dedans. OK? Sans trop aller dans le trop fantastique, ni dans le trop sérieux. C'est juste de la bonne vieille aventure dans l'espace. Puis je pense que oui, il y a quand même de quoi. Je ne verrais pas pourquoi il y aurait d'autres livres que ces deux-là. Ces deux-là, si tu as les deux livres, tu as de quoi faire de la science-fiction pour un méchant bout. Ce jeu-là a quand même des qualités. Fait que oui, d'une certaine façon, je le recommande. Pour ceux qui veulent un jeu facile à prendre en main, puis qui aiment le narratif, puis qui aiment ça, le roleplay, ben écoute, c'est parfait pour ça. Puis surtout avec la variété de personnages que tu peux faire vraiment des équipages très, très variés, très éclatés. Puis je vais vous dire, il y a des combinaisons, il y en a des centaines, voire des milliers à faire avec ça. Bref, c'était mon appréciation d'Uncharted Worlds, un jeu de Sean Gomez. Disponible, je pense que j'ai acheté sur Drive-Thru RPG en physique. Et c'était pas trop cher, je vais vous dire. C'est pas un jeu qui coûte très cher. Donc, François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.